Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Traduit de l'anglais par Mira El-Lakshmi-Bori. Lu par Laurent Jacquet. Note de l'éditeur. Nous tenons à remercier très chaleureusement Karine Ratinet, sinologue, pour ses précieux conseils concernant la romanisation des noms chinois, et Martine Desbureaux pour son formidable travail de correction et de relecture. Remerciements. Tout d'abord, je souhaiterais remercier Anna Biller pour son aide inestimable dans mes recherches et la correction de ce texte, et pour ses remarques pertinentes qui ont permis de faire évoluer l'ouvrage de manière très positive, aussi bien dans la forme que dans le fond. Sans elle, ce livre n'aurait pu voir le jour. Je souhaite également remercier mon cher ami Michael Schwartz, grâce à qui je me suis impliqué dans la création de l'école d'art Fabrica en Italie, où j'ai rencontré Just Elfers, l'éditeur de Power, les 48 lois du pouvoir. C'est grâce à Fabrica que Just et moi avons compris qu'un classique tel Machiavel ne vieillit pas. De nos discussions à Venise est né ce livre. Je voudrais remercier Henri Le Goubin qui, durant des années, m'a raconté quantité d'anecdotes machiavéliques, notamment à propos des personnages français qui tiennent une grande place dans ce livre. Je tiens également à dire merci à Les et Sumiko Biller, qui m'ont prêté de très nombreux ouvrages sur l'histoire japonaise et qui m'ont notamment aidé à comprendre tous les aspects de la cérémonie du thé au Japon. De même, je remercie mon amie Elisabeth Yang, qui m'a apporté des éclaircissements sur l'histoire chinoise. Un tel ouvrage dépendait largement des sources disponibles, et je remercie du fond du cœur la bibliothèque de recherche de l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA. J'ai passé de nombreuses et agréables journées à parcourir leur collection. Mes parents, Laurette et Stanley Greene, méritent des remerciements sans fin pour leur patience et leurs encouragements. Et je dois également remercier mon chat Boris, qui m'a tenu compagnie pendant ces longues journées de rédaction. Enfin, les personnes de talent, qui en appliquant les 48 lois du pouvoir, m'ont manipulé, tourmenté et fait du mal. Je ne leur en veux pas, et je les remercie d'avoir été une source d'inspiration pour écrire cet ouvrage. Robert Greene. Loi 13. Miser sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Violation de la loi. Au début du XIVe siècle, un simple soldat nommé Castruccio Castracani s'éleva jusqu'à la position de seigneur de la grande ville italienne de Lucques. Les Poggio, une des plus puissantes familles de la cité, l'avaient aidé dans son ascension, jalonnée de traîtrises et de meurtres. Une fois au pouvoir, il les oublia. Son ambition l'emportait sur tout sentiment de gratitude. En 1325, tandis que Castruccio guerroyait contre Florence, principale rivale de Lucques, les Poggio conspirèrent avec d'autres familles de la noblesse pour en finir avec cet homme ambitieux et ingrat. Les conjurés assassinèrent le gouverneur que Castruccio avait nommé. Des émeutes éclatèrent. Les partisans de Castruccio et ceux des Poggio étaient prêts à en découdre. Mais alors que la tension était à son comble, Stefano di Poggio, le plus âgé de sa famille, intervint et apaisa les deux camps. C'était un homme pacifique qui n'avait pas pris part à la conspiration. Il déclara aux siens que l'on allait à un bain de sang inutile. Il insista pour intercéder en leur nom et persuader Castruccio d'écouter leurs doléances et de satisfaire à ce qu'ils demandaient. Stefano étant le plus âgé et le plus sage du clan, sa famille accepta de recourir à la diplomatie plutôt qu'à l'usage des armes. Quand la nouvelle de la rébellion parvint à Castruccio, il revint en hâte à Lucques. À son arrivée, les combats avaient cessé grâce à l'intervention de Stefano et un calme surprenant régnait dans la ville. Stefano di Poggio avait imaginé que Castruccio lui serait reconnaissant d'avoir calmé la rébellion. Aussi rendit-il visite au prince. Il lui expliqua comment il avait ramené la paix et implora son pardon. Les rebelles de sa famille, plaida-t-il, n'étaient que des jeunes gens impétueux, des têtes brûlées, avides de pouvoir. Cependant, Castruccio ne se rappelait-il pas la générosité dont les Poggio avaient jadis fait preuve envers lui ? Pour toutes ces raisons, dit-il,
Le grand prince devait leur pardonner et accéder à leurs requêtes. C'était la seule conduite à tenir envers eux, qui avaient à présent déposé les armes et l'avaient d'ailleurs toujours soutenu par le passé. Castruccio écouta patiemment. Il ne fit paraître nulle colère, nul ressentiment. Il assura à Stefano que la justice prévaudrait et lui demanda d'amener les siens au palais, présenter leurs doléances, afin qu'ils puissent tous parvenir à un accord. Tandis que Stefano prenait congé, Castruccio ajouta qu'il remerciait Dieu de l'occasion qu'il lui donnait là de faire preuve de clémence et de bonté. Ce soir-là, lorsque les Poggio arrivèrent au grand complet à son palais, Castruccio les fit jeter en prison. Quelques jours plus tard, ils furent tous exécutés, Stefano compris. Respect de la loi. En 433 avant Jésus-Christ, juste avant la guerre du Péloponnèse, l'île de Corcyre, aujourd'hui Corfou, et la cité-État de Corinthe étaient au bord du conflit. Les deux parties envoyèrent des ambassadeurs à Athènes pour tenter de gagner les Athéniens à leur cause. Les enjeux étaient importants. Celui qui aurait Athènes de son côté était sûr de gagner. Quant au vaincu, le vainqueur serait certainement impitoyable à son égard. Les Corcyréens parlèrent les premiers. Leur ambassadeur commença par admettre que l'île n'avait jamais aidé Athènes et qu'elle s'était même alliée à ses ennemis. Il n'y avait aucun lien d'amitié ni de reconnaissance entre Corcyre et Athènes. Oui, reconnut l'ambassadeur, il venait à Athènes en tremblant d'inquiétude pour la sécurité de Corcyre. La seule chose qu'il pouvait offrir était une alliance mutuellement avantageuse. Corcyre avait une formidable marine à laquelle seuls les Athéniens pouvaient se mesurer. Une alliance entre les deux États créerait une force capable d'intimider Sparte, grande rivale d'Athènes. C'était malheureusement tout ce que Corcyre avait à offrir. Le représentant de Corinthe prit la parole à son tour et fit un exposé brillant et passionné, très différent du discours sec et terne du Corcyréen. Corinthe, rappela-t-il, avait beaucoup fait pour Athènes par le passé. Que penseraient les autres alliés d'Athènes si la cité renversait ses alliances au détriment d'un ami de toujours? Peut-être ces alliés dénonceraient-ils leurs accords avec Athènes s'ils voyaient que la loyauté n'était pas reconnue. Il invoqua la loi hellénique et la nécessité de récompenser Corinthe pour ses bienfaits. Pour finir, il dressa la liste complète des innombrables services que Corinthe avait rendus à Athènes et souligna l'importance de témoigner de la gratitude à ses amis. Après son discours, les Athéniens débattirent en assemblée et votèrent. Au second tour, ils décidèrent à une écrasante majorité de s'allier avec Corcyre et de laisser choir Corinthe. Loi 14. Soyez un faux ami et un vrai espion. Respect de la loi. Joseph Duvine fut le plus grand marchand d'art de son époque. De 1904 à 1940, il resta le fournisseur presque exclusif des plus riches collectionneurs américains. Mais une proie lui échappait. L'industriel Andrew Mellon. Duvine se jura de faire tomber cette forteresse avant de mourir. Les amis de Duvine lui affirmaient que c'était impossible. Mellon était austère et taciturne. Il en savait assez sur le jovial Duvine pour n'avoir aucun désir de le rencontrer. Cela n'empêcha pas Duvine d'affirmer à ses amis sceptiques « Non seulement Mellon achètera chez moi, mais il n'achètera que chez moi. » Pendant des années, il traqua sa proie, apprit à connaître ses habitudes, ses goûts, ses phobies. Il soudoya des employés de Mellon et tira d'eux des informations très utiles. Vint le moment où la femme de Mellon elle-même n'en savait pas plus que Duvine sur son mari. En 1921, Mellon se rendit à Londres et descendit dans une suite au 3e étage de l'hôtel Claridge. Duvine réserva celle située juste en dessous au 2e. Il fit en sorte que son valet et celui de Mellon sympathisent. Et ainsi, au jour J, par valet interposé, Duvine fut informé de l'instant précis où Mellon enfilait son pardessus et se dirigeait vers l'ascenseur. Duvine monta donc dans ce même ascenseur quand il s'arrêta au 2e étage. « Comment allez-vous, cher monsieur ?» s'enquit Duvine en se présentant.
Je me rends à la National Gallery pour y admirer quelques tableaux. » Quelle coïncidence! C'était précisément là où Mellon allait aussi. Duveen escorta ainsi sa proie jusqu'au lieu par excellence où il était sûr de son succès. Il connaissait à fond les goûts de Mellon, et tout en déambulant dans le musée, il éblouit le magnat par son savoir. Quant à leurs goûts, ils étaient remarquablement similaires. Mellon fut agréablement surpris. Ce n'était pas le Duveen dont on lui avait parlé. L'homme était charmant, agréable et avait un goût étonnamment sûr. Quand ils retournèrent à New York, Mellon visita la galerie de Duveen et tomba amoureux de sa collection, faite tout entière d'œuvres qu'il convoitait. Il fut dès lors, et jusqu'à son dernier jour, le meilleur et le plus généreux client de Duveen. Loi 15. Écraser complètement l'ennemi. Violation de la loi. Dans l'histoire de la Chine, il n'y a pas plus fameuse rivalité entre chefs que celle qui opposa Xiong Yu et Liu Bang. Quand ces deux généraux commencèrent leur carrière, ils étaient amis et combattaient du même bord. Xiong Yu était issu de la noblesse, grand et athlétique, sujet à des accès de colère et de violence. Un peu borné, c'était un guerrier puissant, combattant toujours à la tête de ses troupes. Liu Bang était, lui, d'origine paysanne. Il n'aimait guère combattre et préférait les femmes et le vin. En fait, c'était une fripouille. Mais il était malin et savait s'entourer des meilleurs stratèges, dont il écoutait les avis. C'est ainsi qu'il avait gravi les échelons dans l'armée. En 208 avant Jésus-Christ, le roi de Chu envoya 2 énormes armées conquérir le puissant royaume de Qin. Une armée partit vers le nord sous le commandement de Song Yi, avec Xiong Yu comme second. L'autre, conduite par Liu Bang, se dirigea droit sur Qin. L'enjeu était la magnifique capitale du royaume, Xiangyang. Xiong Yu, toujours violent et impatient, ne pouvait supporter l'idée que Liu Bang allait conquérir Xiangyang le premier et assumer le commandement de toute l'armée. À un moment, sur le front nord, le commandant de Xiang, Song Yi, hésita à envoyer ses troupes à la bataille. Furieux, Xiang se précipita sous la tente de Song Yi, le dénonça comme traître, le décapita et prit le commandement de l'armée. Au mépris des ordres, il abandonna alors le front nord et marcha sur Xiangyang. Il était certain d'être meilleur soldat et meilleur général que Liu. Mais à son grand étonnement, son rival, à la tête d'une armée plus petite et plus rapide, parvint à Xiangyang le premier. Xiang avait un conseiller, Fan Zheng, qui le mit en garde. Ce villageois, Liu Bang, a l'habitude de rechercher avidement les femmes et les richesses. Mais depuis qu'il est entré dans la capitale, il ne s'est laissé distraire ni par la richesse, ni par le vin, ni par l'amour. Cela indique qu'il a des projets ambitieux. Fan Zheng pressa Xiang de tuer son rival avant qu'il ne soit trop tard. Il conseilla au général d'inviter le malin paysan à un banquet à son camp aux portes de Xiangyang et de le faire décapiter au cours de la danse de l'épée. L'invitation fut envoyée. Liu tomba dans le piège et vint au banquet. Mais Xiang hésita à ordonner la danse de l'épée, et avant qu'il ne donne le signal, Liu flaira le piège et s'échappa. « Allez comploter avec un nigaud !» s'écria Fan Zheng, écœuré en voyant que Xiang avait saboté sa chance. « Liu Bang vous volera votre empire et nous fera tous prisonniers. » Réalisant son erreur, Xiang marcha précipitamment sur Xiangyang, déterminé cette fois à avoir la tête de son rival. Liu n'était pas de ceux qui combattent quand les chances sont contre eux. Il se retira. Xiang prit Xiangyang, fit assassiner le jeune prince de Qin et brûla la ville de fond en comble. Liu était maintenant son pire ennemi. Xiang le poursuivit pendant des mois pour l'acculer finalement dans une ville entourée de remparts. À court de vivres, son armée en déroute, Liu demanda la paix. Une fois encore, Fan Zheng avertit Xiang. « Écrasez-le maintenant. Si vous le laissez partir de nouveau, vous le regretterez. » Xiang décida pourtant de se montrer clément. Il voulait ramener Liu vivant à Chu et forcer son ancien ami à le reconnaître comme maître. Mais c'est Fan Zheng qui avait raison.
Liu profita des négociations de sa reddition pour s'échapper avec ses derniers fidèles. Chiang, stupéfié d'avoir encore laissé échapper son rival, se rua à la poursuite de Liu avec une férocité presque démente. À un moment, ayant capturé le père de Liu sur le champ de bataille, il amena le vieil homme en première ligne et hurla à Liu. « Rends-toi maintenant, ou je vais faire bouillir ton père tout vivant !» Liu répondit calmement. « Mais nous sommes frères, à la vie à la mort. Mon père est donc aussi le tien. Si tu insistes pour faire bouillir ton propre père, envoie-moi un bol de cette soupe. » Chiang se retira et le combat continua. Quelques semaines plus tard, dans sa frénésie, Chiang dispersa inconsidérément ses forces et Liu cerna par surprise sa principale garnison. La situation avait changé. C'était Chiang qui demandait la paix à présent. Le principal conseiller de Liu le pressa de détruire Chiang, d'écraser son armée, de ne montrer aucune clémence. « Le laisser partir serait comme élever un tigre, il vous dévorera plus tard, » dit le conseiller. Liu acquiesça. Il conclut un faux traité qui incita Chiang à relâcher sa défense et fit massacrer presque toute l'armée de son ennemi. Chiang réussit à s'échapper. Seul et à pied, sachant sa tête mise à prix, il tomba sur quelques-uns de ses anciens soldats en déroute et leur cria « Je sais que Liu Bang a offert contre ma tête 1000 pièces d'or et un fief de 10 000 familles. Laissez-moi vous faire une faveur. » Et il se trancha la gorge et mourut. Respect de la loi. Née en 625, Wu Zhao était fille de duc. Comme c'était une splendide jeune fille au charme innombrable, elle fut envoyée au harem de l'empereur Taizong. Le harem impérial était une arène où rivalisaient quantité de jeunes concubines, toutes désireuses de devenir la favorite de l'empereur. La beauté de Wu et sa forte personnalité lui firent remporter rapidement cette bataille. Mais sachant qu'un empereur, comme tout homme puissant, est capricieux et qu'il pouvait facilement la remplacer, elle garda un œil sur l'avenir. Wu réussit à séduire le fils dissolu de l'empereur, Gaozong, dans le seul endroit où elle pouvait le voir seul, les toilettes royales. Même alors, quand l'empereur mourut et que Gaozong monta sur le trône, elle connut le sort réservé à toutes les veuves et concubines d'un empereur décédé. Selon la tradition et la loi, elle eut le crâne rasé et fut envoyée dans un couvent pour ce qui était censé être le reste de sa vie. Pendant 7 ans, Wu fit des plans d'évasion. En communiquant en secret avec le nouvel empereur et en devenant l'ami de sa femme, l'impératrice, elle réussit à bénéficier d'une grâce tout à fait inédite qui l'autorisait à retourner au palais et au harem royal. Une fois là, elle flatta servilement l'impératrice tout en redevenant la maîtresse de l'empereur. L'impératrice ne l'évinça pas. Celle-ci n'avait pas encore donné d'héritier à l'empereur, sa position était donc fragile, et Wu était pour elle une alliée de valeur. En 654, Wu Zhao donna naissance à un enfant. Un jour, l'impératrice vint lui rendre visite. Tout de suite après son départ, Wu étouffa le nouveau-né, son propre bébé. Quand le meurtre fut découvert, les soupçons se portèrent immédiatement sur l'impératrice, qui sortait de chez elle et dont la nature jalouse était connue de tous. C'était précisément le plan de Wu. Peu de temps après, l'impératrice fut accusée de meurtre et exécutée. Wu Zhao fut couronnée impératrice à sa place. Son nouveau mari, jouisseur et glouton, lui abandonna joyeusement les rênes du gouvernement, et Wu Zhao s'imposa comme l'impératrice Wu Zetian. Bien que parvenue au sommet du pouvoir, Wu ne se sentait pas en sécurité. Elle voyait des ennemis partout. Pas un instant elle ne baissa sa garde. À 41 ans, elle craignit que sa jeune et jolie nièce ne devienne la favorite de l'empereur. Elle empoisonna la jeune femme. En 675, son propre fils, futur héritier du trône, fut lui aussi empoisonné. Le fils cadet, illégitime mais désormais prince, fut exilé un peu plus tard sous prétexte de trahison. Quand l'empereur mourut en 683, Wu réussit à le faire déclarer pour cette raison indigne du trône. Il finira assassiné. Ainsi, ce fut son plus jeune fils, le plus niais, qui devint finalement empereur. De cette manière, elle continua à régner.
Pendant les 9 années qui suivirent, il y eut d'innombrables révolutions de palais. Tout échouèrent. Tous les conspirateurs furent exécutés. En 688, il ne restait personne pour défier Wu. Elle se proclama elle-même la descendante divine de Bouddha. Et en 690, ses vœux furent enfin exaucés. Nommée Sainte Mère et Empereur divin de Chine, elle prit le titre d'empereur Zetian. C'est le premier et le seul empereur de sexe féminin de toute l'histoire de la Chine. La belle Wu avait accédé au pouvoir suprême parce qu'il ne restait littéralement personne de l'antique dynastie Tang. Elle régna sans partage plus de 10 ans dans une paix relative. En 705, à l'âge de 80 ans, elle fut contrainte à abdiquer. Loi 16. Faites-vous désirer. Violation et respect de la loi. Guillaume de Balaune était un troubadour de la seconde moitié du XIIe siècle, originaire de la région de Montpellier. Il parcourait le sud de la France de château en château pour dire des poèmes et chanter l'amour courtois. Au château de Javiac, il tomba amoureux de sa belle hôtesse, Guillemette. Il lui interpréta des chansons, lui déclama des vers, devint son partenaire aux échecs et petit à petit, elle s'aventura avec lui sur ce qui serait un jour la carte du tendre. Guillaume avait un ami avec qui il voyageait, Pierre de Barjac, qui fut lui aussi reçu au château. Il y rencontra une dame amie de la maîtresse des lieux, la gracieuse mais capricieuse Viernette, et s'en éprit. Un jour, Pierre et Viernette eurent une violente querelle, et la dame interdit à son soupirant de reparaître devant elle. Pierre demanda à son ami Guillaume de l'aider à rentrer dans les bonnes grâces de sa dame. Guillaume était alors sur le point de faire un voyage. Il demeura absent du château quelque temps, mais à son retour, plusieurs semaines plus tard, il fit tant et si bien que Pierre et Viernette se réconcilièrent. Pierre sentit que son amour avait décuplé. Il n'y a pas d'amour plus fort qu'après la résolution d'une querelle. Plus le désaccord a été fort et plus longtemps il a duré, dit-il à Guillaume, plus fou est le sentiment que l'on éprouve quand vient la paix. Le chevalier Guillaume, en vrai troubadour, voulait tout connaître des heurts et malheurs de l'amour. En entendant son ami, il voulut lui aussi goûter le bonheur de la réconciliation après une querelle. Il feignit alors une grande colère contre dame Guillemette, quitta brusquement le château, cessa de lui envoyer des lettres d'amour et resta à distance même pendant les festivals et les chasses. Ce comportement mit la châtelaine dans tous ses états. Guillemette envoya des messagers à son soupirant pour avoir des explications, mais il les renvoya sans ménagement. Il pensait que, piquée au vif, elle le contraindrait à la supplier comme Viernette l'avait imposé à Pierre pour rentrer en grâce. Cependant, son absence avait exactement l'effet opposé. Guillemette ne l'en aimait que plus. La dame poursuivit le baladin, multipliant les lettres d'amour. C'était tout à fait inhabituel. Une dame ne harcèle pas son troubadour. Guillaume ne fut nullement touché par ce comportement. Au contraire, l'effronterie de Guillemette lui fit à ses yeux perdre de sa dignité. Non seulement il n'était plus sûr de son plan, mais il n'était plus sûr de son amour. Finalement, au bout de plusieurs mois sans nouvelles, Guillemette renonça. Elle cessa de lui mander des messages et il se demanda si elle était enfin en colère. Peut-être son plan avait-il marché après tout. Il n'attendit pas plus longtemps. L'heure de la réconciliation, pensait-il, était arrivée. Il mit ses plus beaux habits, équipa son cheval de son carapaçon le plus somptueux, et coiffé d'un aume étincelant, il se mit en route pour Javiac. Lorsqu'elle sut que son amant était revenu, Guillemette se précipita à ses genoux, enleva son voile pour l'embrasser et implora son pardon pour ce qui avait pu causer son courroux. Guillaume était partagé entre la perplexité et le désespoir. C'était un échec retentissant. Elle n'était pas en colère, elle ne l'avait jamais été. Elle était encore plus amoureuse, et il ne connaîtrait jamais les délices de la réconciliation. La voir ainsi exacerba son farouche désir de goûter à tout prix cette joie. Il la repoussa durement, menaça l'appui. Elle se retira, se jurant cette fois de ne plus le revoir. Le lendemain matin,
Le troubadour eut des regrets. Il revint à Javiac, mais la dame refusa de le recevoir. Et les domestiques aux trousses, il dut repasser en toute hâte le pont-levis. Ses poursuivants ne le lâchèrent que de l'autre côté de la colline. Guillaume s'enfuit. De retour dans l'intimité de sa chambre, il s'effondra en larmes. Il avait commis une terrible erreur. Il ne revit pas sa dame de l'année et connut la cruelle morsure de l'absence qui ne fit qu'attiser son amour. Il composa alors un de ses plus beaux poèmes. « Mon chant s'élève pour implorer votre pitié ». Il écrivit à Guillemette, expliquant la raison de son comportement et l'adjurant de lui accorder son pardon. Il multiplia les missives. Dame Guillemette, elle, prolongea son silence. Puis, après quelque temps, se souvenant de ses belles chansons, de son aimable prestance et de ses talents de danseur et de fauconnier, elle commença à se languir de lui. Pour le punir de sa cruauté, elle lui ordonna de s'arracher l'ongle du petit doigt de la main droite et de le lui envoyer avec un poème décrivant ses souffrances. Il fit selon son désir. Et Guillaume de Balaune put enfin goûter la jouissance suprême, une réconciliation surpassant en intensité celle de son ami Pierre. Respect de la loi. Pendant des siècles, les Assyriens régnèrent sur le Moyen-Orient par la cruauté. Puis, au 7e siècle avant Jésus-Christ, les Mèdes, qui peuplaient ce qui est maintenant le nord-ouest de l'Iran, se soulevèrent et se libérèrent de leur joug. Les Mèdes mirent en place leur propre gouvernement. Déterminés à éviter toute forme de despotisme, ils refusèrent de donner le pouvoir à un seul homme et d'établir une monarchie. Sans chef, le pays sombra bientôt dans le chaos et se divisa en petits royaumes où faisaient rage les combats entre localités. Dans l'un de ces villages vivait un homme appelé Déiocès, qui commença à se faire un nom par ses décisions avisées et sa capacité à résoudre les différends. Il y réussissait si bien qu'on lui confia de plus en plus la tâche de calmer les conflits et son pouvoir augmenta. Dans tout le pays, la loi était tombée en discrédit. Les juges étaient corrompus et plus personne n'amenait son cas devant les tribunaux. On préférait le recours à la violence. Quand la renommée se répandit de la sagesse de Déiocès, de son incorruptibilité et de son impartialité inattaquable, les Mèdes se tournèrent vers lui pour tous leurs litiges. Bientôt, il devint le seul arbitre de la justice dans tout le pays. Parvenu au sommet du pouvoir, Déiocès décida brusquement qu'il en avait assez. Il ne voulait plus être juge, il était las d'entendre des plaidoyers entre frères, entre villages. Il se plaignit de passer tellement de temps à traiter les problèmes des autres qu'il négligeait les siens. Par conséquent, il se retira. Le pays sombra une fois de plus dans l'anarchie. Avec la soudaine disparition d'un arbitre aussi puissant que Déiocès, la criminalité s'imposa et la loi ne fut plus qu'un souvenir. Les tribus mèdes se réunirent en conseil pour sortir de ce mauvais pas. « Nous ne pouvons pas continuer dans de telles conditions, » dit un chef de tribu. « Nommons quelqu'un à notre tête. Ainsi, nous pourrons bénéficier d'un gouvernement digne de ce nom au lieu de sombrer comme maintenant dans le chaos. » Malgré ce que les Mèdes avaient enduré sous le despotisme assyrien, ils décidèrent donc d'établir une monarchie, de nommer un roi. Et l'homme qu'ils plébiscitaient était bien sûr le plus juste d'entre eux, Déiocès. On eut bien du mal à le convaincre, car, disait-il, il ne voulait plus se mêler des querelles et chamailleries locales. Mais les Mèdes plaidèrent leur cause et l'implorèrent. Sans lui, le pays allait sombrer dans une totale anarchie. Déiocès finit par accepter. Il imposa ses conditions. Il fallait lui bâtir un immense palais, lui fournir des gardes du corps et construire une capitale à partir de laquelle il pourrait gouverner. Quand tout cela fut fait, Déiocès s'installa dans son palais. Situé au centre de la capitale, Ecbatane, le palais était entouré de remparts et était complètement inaccessible au peuple. Déiocès mit en place des règles très strictes. Personne n'était admis en sa présence. On ne pouvait communiquer avec le roi que par des messagers. Nul à la cour ne pouvait le voir plus d'une fois la semaine, et seulement sur permission. Déiocès gouverna 53 ans, agrandit l'empire Mède et établit les fondations de ce qui serait plus tard l'empire perse sous Cyrus le Grand.
Pendant le règne de Déiocès, le respect du peuple pour lui se mua en vénération. Pour eux, de simples mortels, il était devenu le fils d'un dieu. Loi 17. Soyez imprévisibles. Respect de la loi. Mai 1972. Le champion d'échecs Boris Spassky attendait anxieusement son rival américain Bobby Fischer à Reykjavik en Islande. Les deux hommes devaient y disputer le championnat du monde d'échecs. Mais Fischer n'étant pas arrivé à temps, il était question d'ajourner le match. Fischer chicanait sur le montant du prix, la manière dont l'argent allait être remis, la logistique de la compétition en Islande. Il semblait pouvoir se dédire à tout moment. Spassky prenait son mal en patience. Ses maîtres russes avaient l'impression que Fischer était en train de l'humilier. Il le pressait de partir, mais Spassky voulait ce match. Il savait qu'il pouvait vaincre Fischer. Ce serait la plus grande victoire de sa carrière. « Bon, j'ai l'impression qu'on s'est donné beaucoup de mal pour rien », dit Spassky à un camarade. « Mais qu'est-ce qu'on y peut? La balle est dans le camp de Bobby. S'il vient, on joue. S'il ne vient pas, on ne joue pas. L'homme qui veut se suicider a l'initiative de son geste. » L'Américain arriva finalement à Reykjavik, mais les palabres et menaces d'annulation se prolongèrent. Il n'aimait pas la salle où ils allaient jouer. Il critiquait l'éclairage, il se plaignait du bruit des caméras, il détestait jusqu'aux chaises sur lesquelles Spassky et lui devaient s'asseoir. L'Union soviétique montra les dents et menaça de retirer son champion. La menace fit son effet. Après des semaines d'attente et de négociations aussi interminables que véhémentes, Fischer accepta de jouer. Tout le monde fut soulagé, mais nul autant que Spassky. Toutefois, dès le premier jour du tournoi, Fischer arriva très en retard. Et le jour où devait avoir lieu le match du siècle, il était de nouveau en retard. Cette fois, cependant, les conséquences pouvaient être désastreuses. Au-delà d'un certain délai de tolérance, il serait déclaré forfait pour la première partie. Tout le monde s'interrogeait. Jouait-il une guerre d'usure ou redoutait-il d'affronter Boris Spassky? Les grands maîtres présents, dont Spassky, considéraient que le jeune garçon de Brooklyn avait la frousse. À 5h09, Fischer fit son apparition, 1 minute avant le délai de forfaiture. La première partie d'un tournoi d'échecs est cruciale, car elle donne le ton des mois à venir. C'est en principe un combat lent et méthodique. Les deux joueurs essaient leurs armes et tentent de percer à jour leur stratégie réciproque. Cette partie-là fut différente. Très tôt, Fischer joua un coup tout à fait inattendu, probablement le pire de sa carrière. Et quand Spassky l'accula, il sembla prêt d'abandonner. Pourtant, Spassky savait que Fischer n'abandonnait jamais. Même à l'approche d'un échec et mat, il se battait jusqu'au bout, épuisant son adversaire. Cette fois, cependant, il semblait résigné. Puis, soudain, il tenta un coup astucieux qui mit la salle en ébullition. Spassky en fut perturbé, mais se reprit et réussit à gagner. Personne ne comprenait la stratégie de Fischer. Avait-il fait exprès de perdre? Avait-il paniqué? Était-il déstabilisé ou fou? Après sa défaite initiale, Fischer se plaignit encore plus bruyamment de la salle, des caméras et de tout le reste. Pour la deuxième partie, il se permit d'arriver avec un retard insensé. Cette fois, les organisateurs tranchèrent dans le vif. Il fut déclaré forfait. Il avait ainsi 2 parties de retard, une situation dans laquelle personne n'a jamais gagné un tournoi d'échecs. Aucun doute, Fischer délirait. Pourtant, à la 3e partie, et tous ceux qui l'ont vu s'en souviennent, l'Américain avait une lueur féroce dans les yeux, un regard qui, de toute évidence, mettait Spassky mal à l'aise. Et bien que s'étant mis lui-même dans une situation impossible, il paraissait suprêmement confiant. Il commit ce qui ressemblait à une faute, comme lors de la première partie. Mais son air effronté sema le doute dans l'esprit de Spassky. En dépit de ses soupçons, Spassky ne vit pas le piège, et en 2 temps 3 mouvements, il fut échec et mat. En fait, les méthodes peu orthodoxes de Fischer avaient profondément perturbé son adversaire. À la fin du jeu, Fischer bondit et se précipita dehors, hurlant à ses compatriotes en se frappant la paume avec le poing « Je l'ai écrasé, je suis le plus fort !»
Dans les parties suivantes, Fischer joua des coups que personne ne lui connaissait, qui n'étaient pas dans son style. Et ce fut au tour de Spassky de faire des erreurs. Après avoir perdu le 6e jeu, il fondit en larmes. Un grand maître déclara « Au point où il en est, Spassky doit se demander s'il peut retourner en Russie en toute sécurité. » Après le 8e jeu, Spassky crut comprendre ce qui se passait. Bobby Fischer l'hypnotisait. Il décida de ne plus regarder Fischer dans les yeux, mais perdit quand même. Après la 14e partie, il convoqua une conférence de presse et annonça « On a tenté de prendre le contrôle de mon esprit. » Il demandait si le jus d'orange qu'il buvait à la table d'échecs était drogué. Peut-être des gaz toxiques étaient-ils diffusés dans la salle. Finalement, Spassky accusa publiquement l'équipe de Fischer d'avoir caché dans les chaises quelque chose qui perturbait son esprit. Le KGB fut mis en alerte. Boris Spassky faisait perdre la face à l'Union soviétique. Les sièges furent passés au rayon X, on ne trouva rien d'anormal. On ne dénicha que 2 cadavres de mouches dans un éclairage. Spassky commença à se plaindre d'hallucinations. Il tenta de persévérer, mais son esprit ne suivait plus. Incapable de poursuivre, il déclara forfait le 2 septembre. Bien que relativement jeune, il ne se remit jamais de cette défaite. Loi 18. Ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Violation de la loi. Qin Shi Huangdi, empereur fondateur de la dynastie Qin, 221 à 210 avant Jésus-Christ, fut l'homme le plus puissant de son époque. Son empire était plus étendu et plus prospère que celui d'Alexandre le Grand. Il mit fin à la période féodale en conquérant les royaumes combattants qui entouraient le sien, celui de Qin, et fit ainsi l'unité de la Chine. Mais durant les dernières années de sa vie, rares, très rares furent ceux qui le virent. L'empereur vivait dans le plus splendide palais jamais construit dans la capitale, Pyongyang. Celui-ci comptait 270 pavillons, tous reliés par des passages souterrains secrets, permettant à l'empereur de se déplacer sans être vu. Il dormait chaque nuit dans une pièce différente, et quiconque levait les yeux par inadvertance sur lui était décapité sur place. Seule une poignée de personnes savaient où il était, et si elles le révélaient à quiconque, elles étaient mises à mort. Le premier empereur avait si peur des contacts humains que lorsqu'il quittait le palais, il voyageait incognito, soigneusement déguisé. C'est au cours de l'un de ses voyages dans les provinces qu'il mourut subitement. Son corps fut ramené à la capitale dans le carrosse principal avec une charrette de poissons salés en remorque pour couvrir l'odeur du corps en décomposition. Personne ne devait savoir qu'il était mort. Il avait fini seul, loin de ses femmes, de sa famille, de ses amis et de ses courtisans, accompagné seulement par un ministre et quelques eunuques. Respect de la loi. Le palais de Versailles, à nul autre pareil, fut édifié par Louis XIV dans les années 1660 pour lui-même et ses courtisans. Comme dans une ruche, tout y tournait autour de la personne du roi. Les membres de la noblesse étaient logés autour des appartements royaux, plus ou moins près selon leur rang. La chambre du roi occupait littéralement le centre du palais. C'était le point de mire. Tous les matins, le lever du roi était un rituel en soi. À 8h30, le premier valet du roi, qui dormait au pied de son lit, réveillait sa majesté. « Sire, voilà l'heure !» Les pages ouvraient la porte et admettaient au petit lever, outre le médecin du roi et son chirurgien, ceux jouissant des entrées familières, membres de la famille royale, princes et princesses du sang, puis ceux admis aux grandes entrées, principaux officiers de la garde-robe, grands chambellans et ministres du cabinet. C'était ensuite le grand lever, pendant lequel toute une série de hauts dignitaires et de ministres assistaient à la toilette du roi. Enfin, étaient introduits les gens de qualité, sur invitation spéciale. À la fin du grand lever se pressaient dans la chambre royale une cinquantaine de visiteurs et de domestiques. La journée était organisée en sorte que toute l'énergie du palais se focalise sur le roi et passe par lui. Louis XIV était constamment assisté par des courtisans et des ministres. Tous lui demandaient conseil et jugement. À toutes leurs questions, il répondait habituellement «
je verrai. Comme le note Saint-Simon, les fêtes fréquentes, les promenades particulières à Versailles, les voyages furent des moyens que le roi saisit pour distinguer et pour mortifier en nommant les personnes qui à chaque fois en devaient être et pour tenir chacun assidu et attentif à lui plaire. Il n'y avait aucune intimité possible dans le palais, pas même pour le roi. Chaque pièce communiquait avec la suivante et chaque couloir menait à des chambres plus grandes où se trouvaient constamment réunis des groupes de courtisans. Chacun surveillait les autres et rien ni personne ne passait inaperçu. Non seulement il était sensible à la présence continuelle de ce qu'il y avait de distingué, écrit encore Saint-Simon, mais il l'était aussi aux étages inférieurs. Il regardait à droite et à gauche à son lever, à son coucher, à ses repas, en passant dans les appartements, dans ses jardins de Versailles, où seulement les courtisans avaient la liberté de le suivre. Il voyait et remarquait tout le monde, aucun ne lui échappait, jusqu'à ceux qui n'espéraient pas même être vus. Il distinguait très bien en lui-même les absences de ceux qui étaient toujours à la cour, celles des passagers qui y venaient plus ou moins souvent. Les causes générales ou particulières de ces absences, il les combinait et ne perdait pas la plus légère occasion d'agir à leur égard en conséquence. C'était un démérite aux uns et à tout ce qu'il y avait de distingué de ne faire pas de la cour son séjour ordinaire. Aux autres d'y venir rarement, et une disgrâce sûre pour qui n'y venait jamais ou comme jamais. Quand il s'agissait de quelque chose pour eux, « Je ne le connais point », répondait-il fièrement. Sur ceux qui se présentaient rarement, « C'est un homme que je ne vois jamais », et ces arrêts-là étaient irrévocables. Loi 19. Ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. Violation de la loi. Violation 1. Au début du XIIIe siècle, le Shah du Khwarezm, Ala ad-Din Muhammad, avait réussi, après de nombreuses campagnes, à fonder un empire qui s'étendait de l'ouest de la Turquie au sud de l'Afghanistan. La capitale en était Samarcande. Il avait une armée puissante et bien entraînée, et pouvait mobiliser 200 000 guerriers en quelques jours. En 1218, Muhammad reçut une ambassade envoyée par un nouveau chef tribal de l'Est, Gengis Khan. Elle apportait toutes sortes de cadeaux pour le grand Muhammad, des objets précieux, ce qui se faisait de mieux dans l'empire mongol, encore modeste mais en expansion. Gengis Khan voulait rouvrir la route de la soie vers l'Europe et offrait de la partager avec Muhammad en échange de la paix entre les deux empires. Le Shah ne connaissait pas cet arriviste venu de l'Est, arrogant au point de parler d'égal à égal à quelqu'un d'aussi important que lui. Il ignora l'offre de Gengis Khan. Ce dernier fit une deuxième tentative. Cette fois, il envoya une caravane de 100 chameaux chargés d'articles de grand prix pillés en Chine. Avant que la caravane n'arrive jusqu'au Shah, Inalchik, gouverneur de la région aux frontières de Samarcande, s'en empara et fit exécuter ceux qui la menaient. Gengis Khan comprit qu'Inalchik avait agi de son propre chef, sans l'accord de Muhammad. Il lui adressa une délégation, réitéra son offre et demanda à ce que le gouverneur soit puni. Cette fois, Muhammad fit décapiter l'un des ambassadeurs et renvoya les deux autres la tête rasée. Une terrible insulte selon le code de l'honneur des Mongols. Gengis Khan fit alors parvenir un message au Shah. « Vous avez choisi la guerre, advienne que pourra. Nous ne pouvons le prédire, Dieu seul sait. » Mobilisant ses forces, il attaqua la province de Nalchik en 1220, prit sa capitale, captura le gouverneur et le fit exécuter en lui versant de l'argent fondu dans les yeux et les oreilles. L'année suivante, Gengis Khan harcela l'armée du Shah, pourtant bien plus importante que la sienne. Sa technique était nouvelle pour l'époque. Ses soldats, très rapides, savaient tirer des flèches en plein galop. La rapidité et la maniabilité de ses forces lui permirent de cacher à Muhammad ses intentions et ses mouvements. Finalement, il assiégea Samarcande et la prit. Muhammad s'enfuit et mourut l'année suivante. Son vaste empire s'effondra. Gengis Khan resta seul maître de Samarcande, de la route de la soie et de la plus grande partie du nord de l'Asie. Violation 2. À la fin des années 1910,
plusieurs malfaiteurs de haut vol s'associèrent pour former un gang à Denver dans le Colorado. Pendant les mois d'hiver, ils se dispersaient dans les États du Sud des États-Unis pour mener leurs affaires. En 1920, Joe Fury, un des chefs du gang, s'attaqua au Texas et y récolta des centaines de milliers de dollars avec ses escroqueries habituelles. Ainsi, à Fort Worth, il rencontra un pigeon du nom de J. Frank Norfleet, qui possédait un immense ranch. Norfleet se laissa prendre à son boniment. Convaincu qu'il allait gagner beaucoup d'argent, il vida son compte en banque et remit 45 000 dollars à Fury et à ses associés, qui en fait de millions, lui rendirent peu après un paquet de coupures de journaux dissimulés sous quelques vrais dollars. Fury et ses hommes avaient réussi cette escroquerie des centaines de fois. En général, la victime avait honte de sa crédulité et se contentait de se mordre les doigts. Mais Norfleet n'était pas de ce tonneau-là. Il porta plainte. La police lui répondit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. « Eh bien, répliqua Norfleet, je me ferai justice moi-même. J'y passerai le restant de mes jours, mais je les aurai. » Sa femme prit le relais au ranch et Norfleet se mit à la recherche des autres victimes. L'une d'elles se fit connaître. Ensemble, les deux hommes identifièrent un des escrocs à San Francisco et réussirent à le faire mettre en prison. L'homme préféra se suicider plutôt que de finir sa vie à l'ombre. Norfleet continua. Il rattrapa un autre escroc dans le Montana, lui passa un licol comme à un veau et le traîna à travers la boue des rues jusqu'à la prison de la ville. Il ratissa ensuite les États-Unis entiers, mais aussi l'Angleterre, le Canada et le Mexique sur les traces de Joe Fury et de son acolyte W.B. Spencer. À Montréal, Spencer échappa de justesse à Norfleet après une course-poursuite dans les rues de la ville. La traque continua jusqu'à Salt Lake City. Là, préférant la clémence de la loi à la fureur de Norfleet, Spencer se rendit aux forces de l'ordre. Quant à Fury, Norfleet le captura à Jacksonville, en Floride, et le présenta personnellement à la justice du Texas. Il ne s'en tint pas là. Il poursuivit jusqu'à Denver, bien décidé à anéantir le gang tout entier. Il y dépensa beaucoup d'argent, mais au bout d'une année de plus, tous les chefs du gang étaient derrière les barreaux. Les rares qu'il n'avait pas attrapés avaient si peur qu'ils se rendirent aussi. En 5 ans de chasse, Norfleet avait anéanti à lui tout seul la plus grande association de malfaiteurs du pays. Il avait fait faillite, sa femme l'avait quitté, mais il mourut le cœur content. Violation 3. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Chong-Er, prince de Qin, une partie de la Chine actuelle, fut contraint à l'exil. Il dut vivre modestement, parfois pauvrement, en attendant le moment où il pourrait rentrer chez lui et reprendre une vie selon son rang. Il passa un jour par l'état de Zheng, dont le roi, ne sachant à qui il avait affaire, le traita grossièrement. Un ministre, Shuzan, mit le monarque en garde. « Ce manant est un noble prince. Votre grandeur serait fort avisée de le traiter avec une grande courtoisie pour en faire son obligé. » Mais le souverain, ne voyant là qu'un pauvre air, ignora le conseil et insulta de nouveau le prince. Shuzan insista. « Si votre grandeur ne peut pas traiter Chong-Er avec courtoisie, elle ferait mieux de le mettre à mort pour éviter des calamités dans l'avenir. » Le roi se contenta d'en rire. Des années plus tard, le prince de Qin retourna finalement chez lui, la situation ayant beaucoup changé. Il n'avait pas plus oublié ceux qui avaient été aimables avec lui pendant ses années d'exil que ceux qui s'étaient montrés insolents. Surtout, il n'avait pas oublié le roi de Zheng. À la première occasion, il rassembla une puissante armée et marcha sur Zheng, prit 8 villes, détruisit le royaume et envoya à son tour le monarque en exil. Violation 4. 1920 fut une année noire pour les marchands d'art américains. Les gros acheteurs, les barons de la finance du siècle précédent, arrivaient à un âge où ils mouraient l'un après l'autre comme des mouches et aucun nouveau riche n'avait encore pris leur place. Les affaires allaient si mal qu'un certain nombre d'importants galéristes décidèrent de mettre en commun leurs ressources, chose remarquable, car de notoriété publique, ils se détestaient. Le marchand d'art, Joseph Duvine, qui traitait avec les hommes d'affaires les plus importants du pays, souffrit plus que tout autre cette année-là. Il rejoignit donc l'association. Le groupe réunissait les 5 plus grands marchands d'art du pays. À la recherche d'un nouveau client,
ils jetèrent leur dévolu sur Henry Ford, l'homme le plus riche d'Amérique à l'époque. Ford ne s'était pas encore risqué sur le marché de l'art et représentait une cible potentiellement si profitable que cela valait la peine de s'y mettre à plusieurs. Les marchands décidèrent de dresser une liste des 100 œuvres majeures du monde, toutes disponibles dans leur fonds, et de proposer le lot à Ford. En signant un seul chèque, il deviendrait le plus grand collectionneur de la planète. Le consortium travailla des semaines sur un magnifique catalogue en 3 volumes contenant de splendides reproductions des œuvres en question, chacune accompagnée d'un texte fort érudit. Puis ils rendirent visite à Ford, chez lui à Dearborn, Michigan. La sobriété de sa maison les surprit. M. Ford était de toute évidence un homme d'une très grande simplicité. Ford les reçut dans son bureau. En feuilletant le livre, il fut émerveillé. Les marchands d'art, tout excités, voyaient déjà les millions de dollars s'entasser dans leurs coffres. Mais Ford, levant les yeux de sa lecture, leur dit « Messieurs, des livres magnifiques comme celui-ci, aussi richement illustrés, doivent coûter affreusement cher. »« Mais, Monsieur Ford, s'exclama Duveen, nous n'attendons pas de vous que vous achetiez ces livres. Nous les avons réalisés spécialement pour vous montrer les tableaux. Nous vous les offrons. » Cela laissa Ford perplexe. « Messieurs, reprit-il, c'est très gentil à vous, mais je ne vois vraiment pas comment je pourrais accepter un présent aussi beau et aussi coûteux de la part d'inconnus. » Duveen expliqua à Ford que les livres contenaient les reproductions de peintures qu'il souhaitait lui vendre. Ford finit par comprendre. « Mais messieurs, s'exclama-t-il, pourquoi voudrais-je avoir les peintures originales alors que ces reproductions sont si belles ?» Loi 20. Ne prenez pas parti. 1. Ne cédez à aucun. Faites-vous courtiser par tous. Respect de la loi. Quand la reine Élisabeth Ier monta sur le trône d'Angleterre en 1558, tout le monde voulut lui trouver un mari. Le problème fut débattu au Parlement et devint le principal sujet de conversation des Anglais, tous milieux confondus. Ils étaient souvent en désaccord quant à la personne, mais chacun s'accordait à dire qu'elle devait se marier au plus tôt, car une reine doit avoir un prince consort et donner des héritiers au royaume. Les débats firent rage pendant des années. Les plus beaux partis du royaume, Sir Robert Dudley, comte de Leicester, Sir Walter Raleigh, se disputaient la main d'Élisabeth. Elle ne les découragea pas, mais ne semblait avoir aucune hâte. Et les indices par lesquels elle exprimait ses préférences étaient souvent contradictoires. En 1566, le Parlement envoya une délégation à Élisabeth, la pressant de se marier avant d'être trop âgée pour avoir des enfants. Elle ne discuta pas, ne renvoya pas la délégation, mais elle resta célibataire. Le jeu subtil qu'Élisabeth jouait avec ses prétendants fit progressivement d'elle le sujet d'innombrables fantasmes et l'objet d'une sorte de vénération. Le médecin de la cour, Simon Forman, a noté dans son journal les rêves dans lesquels il la déflorait. Les peintres la représentèrent sous les traits de Diane et d'autres déesses. Le poète Edmund Spenser et d'autres écrivirent des élégies à la Reine Vierge, désignée comme l'impératrice du monde, la Vierge vertueuse qui gouvernait l'univers et faisait tourner les étoiles. Dans leur conversation avec elle, ces nombreux prétendants faisaient des allusions très crues, d'une audace qu'Élisabeth ne dénonçait pas. Elle excitait délibérément leur intérêt tout en les gardant à distance. Dans toute l'Europe, les rois et les princes savaient qu'un mariage avec Élisabeth scellerait une alliance entre l'Angleterre et leur nation. Le roi d'Espagne, le prince de Suède et l'archiduc d'Autriche lui firent la cour. Elle les éconduisit tous poliment. À l'époque d'Élisabeth, les provinces flamandes se soulevèrent contre l'Espagne. C'était un enjeu diplomatique majeur. L'Angleterre devait-elle rompre son alliance avec l'Espagne et choisir la France comme principal allié sur le continent, encourageant de ce fait l'indépendance des Provinces-Unies? En 1570, il apparut qu'une alliance avec la France était pour l'Angleterre la solution la plus sage. Les ducs d'Anjou et d'Alençon, frères du roi de France, étaient de beaux partis. L'un d'eux épouserait-il Élisabeth?
Tous deux avaient des qualités, et Élisabeth leur laissa à chacun des espoirs pendant plusieurs années. Le duc d'Anjou fit plusieurs visites en Angleterre, embrassa Élisabeth en public, lui murmura des petits mots tendres. Elle parut partager son affection. Tandis qu'elle se laissait courtiser par les deux frères, un traité fut signé entre la France et l'Angleterre. En 1582, Élisabeth sentit qu'elle pouvait en finir avec la cour que lui faisaient les deux ducs. Dans le cas du duc d'Anjou en particulier, ce fut avec grand soulagement. Pour des raisons diplomatiques, elle s'était laissée courtiser par un homme pour lequel elle éprouvait une véritable répugnance physique. Une fois la paix entre la France et l'Angleterre assurée, elle se débarrassa de cet amoureux transi aussi courtoisement qu'elle le put. Entre-temps, Élisabeth avait passé l'âge d'avoir des enfants. Par conséquent, elle put vivre le reste de sa vie comme elle le souhaitait, et jusqu'à sa mort, resta la reine vierge. Elle ne laissa aucun héritier direct, mais sous son règne, l'Angleterre avait connu une incomparable période de paix et un apogée culturel. 2. Ne céder à aucun, rester au-dessus de la mêlée. Respect de la loi. À la fin du XVe siècle, les cités-États les plus importantes d'Italie, Venise, Florence, Rome et Milan, étaient constamment en conflit. La France et l'Espagne observaient ces querelles, prêtes à s'emparer des principautés italiennes affaiblies. Parmi ces États rivaux se trouvait le petit-duché de Mantoue, gouverné par le jeune François de Gonzague. Mantoue occupait une position stratégique au nord de l'Italie et semblait promis à se faire avaler tôt ou tard par un État plus fort. Le duc de Gonzague était un guerrier redoutable et un excellent capitaine. Il devint un condottiere au service de qui le payait le mieux. En 1490, il épousa Isabelle d'Este, fille du duc de Ferrare, un autre petit État italien. Comme il passait beaucoup de temps loin de Mantoue, ce fut Isabelle qui gouverna à sa place. Isabelle connut sa véritable première épreuve en tant que souveraine en 1498, lorsque le roi de France, Louis XII, se disposa à attaquer Milan. Comme d'habitude, les perfides États italiens cherchèrent à tirer profit des difficultés de la situation. Le pape Alexandre VI promit de ne pas intervenir, ce qui revenait à donner carte blanche aux Français. Les Vénitiens annoncèrent qu'ils n'aideraient pas non plus Milan. En échange, ils espéraient que les Français leur donneraient Mantoue. Le maître de Milan, Ludovic Sforza, se retrouva seul et abandonné. Il se tourna vers Isabelle d'Este, l'une de ses plus proches amies, et sa maîtresse, disait-on, et la supplia de persuader le duc de Gonzague de venir à son aide. Isabelle essaya, mais son mari se déroba, parce qu'il estimait la cause de Sforza désespérée. C'est ainsi qu'en 1499, Louis XII marcha sur Milan et s'en empara sans difficulté. Isabelle était devant un dilemme. Si elle restait loyale à Ludovic, les Français ne feraient d'elle qu'une bouchée. Si en revanche elle s'alliait à la France, elle se mettrait à dos toute l'Italie. On ne donnerait pas cher de Mantoue une fois Louis XII rentré de l'autre côté des Alpes. Si enfin elle obtenait le soutien de Venise ou de Rome, il s'emparerait de Mantoue sous prétexte de venir à son aide. Il lui fallait pourtant agir. Le puissant roi de France la serrait de près. Elle décida de devenir son amie, comme elle était devenue l'amie de Ludovic Sforza avant lui, à force de cadeaux attentionnés, de lettres pleines d'esprit et de promesses de visite, car Isabelle était célèbre pour son charme et son incomparable beauté. En 1500, Louis XII invita Isabelle à une grande fête à Milan pour célébrer sa victoire. Léonard de Vinci construisit pour l'occasion un énorme lion mécanique. Quand le lion ouvrait la gueule, il répandait des lys, emblème de la couronne de France. Pour la fête, Isabelle revêtit une de ses plus belles toilettes. Elle avait la garde-robe la plus fameuse d'Italie. Et comme elle l'avait espéré, elle charma et captiva Louis XII. Il ignora toutes les autres dames qui se disputaient son attention. Elle devint bientôt sa compagne inséparable et en gage de leur amitié, il s'engagea à protéger Mantoue contre la convoitise de Venise. Une fois ce danger écarté, un autre plus grave survint du sud en la personne de César Borgia. Depuis 1500,
César Borgia avançait résolument vers le nord, annexant les petits royaumes sur son chemin au nom de son père, le pape Alexandre VI. Isabelle comprenait parfaitement qui était César Borgia. On ne pouvait ni lui faire confiance, ni surtout l'offenser. Il fallait le cajoler pour garder son armée à distance. Isabelle commença par lui adresser des cadeaux. Des faucons, des chiens de grande valeur, des parfums et des masques par dizaines, car elle savait qu'il se promenait toujours masqué dans les rues de Rome. Elle lui envoya des messagers chargés de salutations flatteuses. Ces messagers étaient aussi des espions. À un moment, César Borgia lui demanda s'il pouvait loger ses troupes à Mantoue. Isabelle réussit à l'en dissuader poliment, sachant bien qu'une fois les troupes cantonnées dans la cité, elle n'en partirait plus. Tandis qu'elle s'appliquait à charmer César Borgia, Isabelle réussit à convaincre son entourage de ne jamais prononcer un seul mot malveillant à son égard, car il avait des espions partout et utiliserait le moindre prétexte pour envahir Mantoue. Quand Isabelle eut un enfant, elle demanda à César Borgia d'en être le parrain. Elle lui fit même miroiter la possibilité d'un mariage entre sa famille et la sienne. D'une façon ou d'une autre, ces manœuvres portèrent leurs fruits, puisque bien que s'étant emparé de tout ce qui était sur son chemin, César Borgia épargna Mantoue. En 1503, le pape Alexandre VI, père de César Borgia, mourut. Quelques années plus tard, le pape Jules II partit en guerre pour chasser les troupes françaises d'Italie. Quand Alphonse, souverain de Ferrare et frère d'Isabelle, prit le parti des Français, Jules II décida de l'attaquer et de l'humilier. Isabelle se retrouvait à nouveau entre le marteau et l'enclume, le pape d'un côté, les Français et son frère de l'autre. Elle n'osait s'allier ni aux uns ni aux autres, mais les offenser eût été aussi désastreux. Une fois encore, elle joua double jeu comme elle savait si bien le faire. D'une part, elle obtint de son mari Gonzague de combattre pour le pape, sachant qu'il ne le ferait que mollement. D'autre part, elle permit aux troupes françaises de passer par Mantoue pour venir dégager Ferrare. Tandis qu'elle se plaignait ouvertement que les Français avaient envahi son territoire, elle leur fournissait en secret des informations stratégiques. Pour que l'invasion paraisse plausible aux yeux du pape, elle prétendit même que les Français avaient pillé Mantoue. Une fois encore, elle eut gain de cause. Le pape abandonna Mantoue. En 1513, après un siège interminable, le pape prit Ferrare et les troupes françaises se retirèrent. Épuisé par l'effort, le pape mourut quelques mois plus tard. Avec sa mort recommença le cycle cauchemardesque des conflits et des mesquines querelles. De nombreux changements se produisirent en Italie sous le règne d'Isabelle. Les papes se succédèrent, César Borgia connut le fait du pouvoir puis la chute, Venise perdit son empire, Milan fut envahi, Florence déclina et Rome fut pillée par l'empereur Charles Quint. À travers tous ces événements, le minuscule duché de Mantoue survécut et même prospéra, avec la cour la plus brillante d'Italie. Sa prospérité et sa souveraineté survécurent d'un siècle à la mort d'Isabelle, survenue en 1539. Loi 21. Assaut, saut et demi. Respect de la loi. Pendant l'hiver 1872, le financier américain Asbury Harpending était à Londres quand il reçut un câble. On avait découvert une mine de diamants dans l'Ouest américain. Le câble était de source fiable. Il venait de William Ralston, propriétaire de la Banque de Californie. Pourtant, Harpending pensa que c'était un canular, probablement inspiré par la récente découverte d'une stupéfiante mine de diamants en Afrique du Sud. En vérité, à la première annonce que l'on avait trouvé de l'or dans l'ouest des États-Unis, personne n'y avait cru, et pourtant c'était vrai. Mais une mine de diamants dans l'ouest? Harpending montra le câble à l'un des hommes les plus riches du monde, le baron Rothschild, en disant que c'était sans doute une blague. Le baron répondit « N'en soyez pas si sûr. L'Amérique est un très grand pays. Elle a déjà donné lieu à de nombreuses surprises et peut-être qu'elle en réserve d'autres. » Harpending prit le premier bateau en partance pour les États-Unis. Quand il débarqua à San Francisco, il y avait dans l'air une excitation qui rappelait l'époque de la ruée vers l'or, à la fin des années 1840.
la mine de diamants avait été découverte par deux prospecteurs d'allure franchement rustique, Philip Arnold et John Slack. Ils n'en avaient pas révélé le site, situé dans le Wyoming, mais y avaient conduit un expert très connu en prenant des chemins détournés pour qu'ils ne puissent retrouver l'endroit. Une fois sur place, l'expert les avait vus de ses propres yeux déterrer des diamants bruts. De retour à San Francisco, il avait présenté les gemmes à différents joailliers. L'un d'eux les avait estimés à $1,5 million. Harpending et Ralston demandèrent à Arnold et Slack de les accompagner à New York, où le joaillier Charles Tiffany vérifierait l'authenticité des diamants découverts. Les prospecteurs ne manifestèrent pas un grand enthousiasme. Ils flairaient un piège. Comment faire confiance à des citadins en col blanc? Que faire si Tiffany et les financiers leur volaient la mine? Ralston essaya de les rassurer en leur donnant $100 000 et en plaçant 300 000 autres sur un compte bloqué à leur nom. S'ils arrivaient à s'entendre, ils rajouteraient à cela $300 000. Les mineurs acceptèrent. Le petit groupe se rendit à New York et une réunion fut organisée au manoir du magistrat Samuel L. Barlow. Tout le gratin de la ville était convié. Le général George Brinton McClellan, commandant des forces de l'Union pendant la guerre de sécession, le général Benjamin Butler, Horace Greeley, éditeur du New York Tribune, Harpending, Ralston et Tiffany. Seuls Slack et Arnold étaient absents. Ils faisaient du tourisme. Quand Tiffany annonça que les gemmes étaient vraies et valaient une fortune, les financiers ne se tinrent plus de joie. Ils envoyèrent un câble à Rothschild et à d'autres magnats pour leur annoncer la nouvelle et les inviter à partager l'investissement. En même temps, ils exigèrent des prospecteurs une expertise de plus. Un expert nommé par eux accompagnerait Slack et Arnold sur le site pour vérifier son potentiel. Ceux-ci acceptèrent à contre-cœur. Entre-temps, déclarèrent-ils, ils devaient retourner à San Francisco. Les pierres que Tiffany avait examinées furent confiées à la garde d'Harpending. Quelques semaines plus tard, Louis Janin, le meilleur expert du pays, rencontra les prospecteurs à San Francisco. Janin, un sceptique né, était déterminé à s'assurer que la mine avait une réelle valeur. Harpending et plusieurs autres investisseurs potentiels étaient du voyage. Comme avec le précédent expert, les prospecteurs conduisirent toute l'équipe à travers un labyrinthe de gorges pour les désorienter. Arrivés sur le site, les financiers virent avec stupéfaction Janin retourner le terrain, aplanir des fourmilières, déplacer quelques rochers et en tirer des émeraudes, des rubis, des saphirs et surtout des diamants. Finalement, après avoir creusé 8 jours, Janin fut convaincu. Il annonça aux investisseurs qu'ils étaient sur le filon le plus riche de toute l'histoire minière. « Donnez-moi 100 d'hommes et l'outillage nécessaire, » leur dit-il, « et je vous garantis $1 million de diamants par mois. » Ralston et Harpending revinrent quelques jours plus tard à San Francisco et créèrent aussitôt une société au capital de $10 millions avec des investisseurs privés. Mais il fallait se débarrasser d'Arnold et Slack. Cela signifiait cacher leur excitation. Ils ne voulaient certainement pas révéler la valeur réelle de la mine. Ils se montrèrent donc circonspects. « Comment être sûr que Janin a raison ?» dirent-ils aux prospecteurs. « Peut-être la mine n'est-elle pas aussi riche que nous le pensons ?» Ils ne réussirent qu'à les fâcher. Ralston et Harpending changèrent alors de tactique. S'ils insistaient pour avoir des actions de la mine, assurèrent-ils aux deux hommes, ils finiraient par se faire flouer par les financiers et investisseurs peu scrupuleux qui allaient vouloir diriger la société. Il ferait mieux d'empocher les $700 000 déjà offerts, une somme énorme à l'époque, au lieu de se montrer trop gourmands. Les prospecteurs parurent comprendre ce raisonnement et finirent par accepter l'argent. En échange, ils cédèrent aux financiers leurs droits sur le site et leur en laissèrent les cartes. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Arnold et Slack repartirent dans le Wyoming, tandis qu'Harpending et son groupe commençaient à dépenser les millions de la compagnie pour acheter du matériel, engager les meilleurs spécialistes et installer de luxueux bureaux à New York et à San Francisco. Quelques semaines plus tard, lors de leur première visite à la mine, ils découvrirent la triste vérité. Il n'y avait ni diamants ni rubis. Tout était faux. Ils étaient ruinés. Harpending avait involontairement trompé les hommes les plus riches de la planète en les entraînant dans l'escroquerie du siècle.
Loi 22. Capituler à temps. Violation de la loi. L'île de Milo, Mélos en grec, occupe une position stratégique au cœur de la Méditerranée. Dans l'Antiquité, tandis qu'Athènes dominait la mer et la zone côtière, la ville de Sparte, située dans le Péloponnèse, avait très tôt colonisé Milo. Pendant la guerre du Péloponnèse, les habitants de Milo refusèrent de s'allier à Athènes et demeurèrent fidèles à Sparte. En 416 avant Jésus-Christ, les Athéniens montèrent une expédition contre Milo. Cependant, avant de jeter toutes leurs forces dans la bataille, ils envoyèrent une délégation pour persuader les habitants de l'île de se rendre et de devenir des alliés plutôt que de connaître le carnage de la défaite. « Vous savez aussi bien que nous, déclarèrent les envoyés d'Athènes, que la justice dépend de l'équilibre des forces en présence. En réalité, le fort se permet ce qu'il a le pouvoir de faire et le faible accepte ce qu'il est obligé d'accepter. » Quand les habitants de Milo répondirent que cela était contraire à toute justice, les Athéniens répliquèrent que seuls ceux qui ont le pouvoir décident de ce qui est juste ou non. Les Méliens ripostèrent que cette autorité appartient aux dieux et non aux mortels. « Notre avis sur les dieux et notre connaissance des hommes, répliqua un membre de la délégation, nous conduit à conclure que c'est une loi de la nature, générale et nécessaire, de faire peser son pouvoir sur tout ce que l'on peut dominer. » Les Méliens s'obstinèrent. Sparte, insistèrent-ils, viendrait à leur aide. Les Athéniens répliquèrent que les Spartiates, peuple conservateur et plein de bon sens, n'aideraient pas Milo, parce qu'ils n'avaient rien à y gagner et beaucoup à y perdre. Finalement, les Méliens commencèrent à parler d'honneur, de résistance de principe à la force brutale. « Ne vous laissez pas égarer par un sens de l'honneur mal placé, » répliquèrent les Athéniens. « L'honneur conduit souvent les hommes à leur perte quand ils doivent faire face à un danger évident qui met en jeu leur amour-propre. Il n'y a rien de honteux à céder à la plus grande cité hellène quand elle vous propose des termes de reddition raisonnables. » Le débat prit fin. Les Méliens tinrent conseil entre eux et, résolus à croire en l'aide de Sparte, à la volonté des dieux et à la justesse de leur cause, ils déclinèrent courtoisement l'offre des Athéniens. Quelques jours plus tard, les Athéniens envahirent Milo. La résistance des Méliens fut héroïque, mais les Spartiates ne vinrent pas à leur rescousse. Après plusieurs attaques infructueuses, les Athéniens mirent le siège devant la capitale, et celle-ci finit par tomber. Les Athéniens ne perdirent pas de temps. Ils passèrent au fil de l'épée tous les hommes en âge de porter les armes, vendirent les femmes et les enfants comme esclaves et repeuplèrent l'île avec leurs propres colons. Seule une poignée de Méliens survécut. Respect de la loi. Dans les années 1920, l'écrivain allemand Bertolt Brecht devint ardemment communiste. Ses pièces, ses essais et ses poèmes reflétaient sa ferveur révolutionnaire. Il s'appliqua à rendre ses prises de position idéologiques les plus claires possibles. Quand Hitler arriva au pouvoir en Allemagne, Brecht et ses amis communistes furent pourchassés. Brecht avait beaucoup d'amis aux États-Unis, des Américains qui partageaient ses croyances, des intellectuels allemands qui avaient fui Hitler. Par conséquent, en 1941, Brecht émigra aux États-Unis. Il choisit de s'installer à Los Angeles, où il espérait gagner sa vie dans le cinéma. Les années suivantes, Brecht écrivit des pièces avec un parti pris anticapitaliste marqué. Il eut peu de succès à Hollywood. Aussi, en 1947, une fois la guerre finie, il décida de rentrer en Europe. La même année, cependant, la commission du Congrès américain sur les activités anti-américaines commença ses enquêtes sur d'éventuelles infiltrations communistes à Hollywood. Elle rassembla des informations sur Brecht, qui avait si ouvertement prôné le marxisme, et le 19 septembre 1947, un mois avant la date prévue pour son départ des États-Unis, il reçut une assignation à comparaître devant la commission. En même temps que Brecht, un certain nombre d'écrivains, de producteurs et de metteurs en scène étaient convoqués. Ce groupe fut par la suite connu sous le nom Hollywood 19. Avant de se rendre à Washington, le groupe se réunit pour décider d'un plan d'action. Ils optèrent pour l'affrontement.
Au lieu de répondre aux questions sur leur adhésion au Parti communiste, il lirait des déclarations qui mettraient en cause l'autorité de la commission et dénonceraient ses activités comme anticonstitutionnelles. Même si cette stratégie signifiait la prison, cela ferait connaître leur cause. Brecht n'était pas d'accord. « À quoi bon, demanda-t-il, jouer les martyrs et gagner une maigre sympathie de la part du public, si cela leur faisait perdre pour de longues années la possibilité de faire jouer leurs pièces et de vendre leurs scénarios. Ils étaient tous bien plus intelligents que les membres de la commission. Pourquoi s'abaisser au niveau de leurs adversaires en polémiquant? Pourquoi ne pas se montrer plus malin qu'eux en abondant dans leur sens, tout en se moquant subtilement d'eux? Le groupe écouta Brecht jusqu'au bout, mais décida de ne pas changer de plan, laissant Brecht agir à sa guise. La commission convoqua Brecht le 30 octobre. On s'attendait de sa part à la même conduite que celle des autres membres du groupe Hollywood 19, protester, refuser de répondre aux questions, remettre en cause la légitimité du comité et même hurler des insultes. À la grande surprise de la commission, Brecht fut un modèle d'amabilité. Il mit un costume, ce qu'il faisait rarement, fuma le cigare, il savait que le président de la commission était grand amateur de cigares, répondit poliment aux questions et accepta leur autorité avec déférence. Contrairement aux autres personnes interrogées, Brecht répondit clairement, par la négative, à la question de savoir s'il appartenait au Parti communiste. Un membre de la commission lui demanda « Est-il vrai que vous avez écrit des pièces révolutionnaires ?» Brecht avait écrit quantité de pièces d'idéologie ouvertement communiste, mais il répondit « J'ai écrit un certain nombre de poèmes, de chansons et de pièces pour combattre Hitler, et bien sûr, cela peut être considéré comme révolutionnaire car je souhaitais la chute de ce gouvernement. » Cette déclaration ne fut pas contestée. Brecht parlait anglais tout à fait correctement, mais il utilisa un interprète pour son témoignage, ce qui lui permit de jouer sur des erreurs de traduction. Quand des tendances communistes étaient décelées dans les éditions anglaises de ses poèmes, il citait les vers en allemand à l'interprète, qui les traduisait. Il paraissait alors totalement inoffensif. Un membre de la commission lut un des poèmes révolutionnaires de Brecht à voix haute en anglais et lui demanda si c'était bien ce qu'il avait écrit. « Non, répondit-il, j'ai écrit un poème allemand très différent de ce que je viens d'entendre. » Les réponses insaisissables de l'auteur déconcertaient les membres de la commission, mais sa courtoisie et sa façon de se soumettre à leur autorité ne pouvaient que les amadouer. Après à peine 1 heure d'interrogatoire, les membres de la commission étaient fixés. « Merci beaucoup, lui dit le président. Vous êtes un bon exemple pour les autres suspects. » Non seulement ils le libérèrent, mais ils lui offrirent d'intervenir s'il avait le moindre problème avec les services d'immigration, qui auraient pu tenter de le retenir. Quelques jours plus tard, Brecht quitta les États-Unis et n'y retourna jamais. Loi 23. Concentrez vos forces. Violation de la loi. Au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, le royaume chinois de Wu déclara la guerre à ses voisins, les provinces du nord de l'Empire du Milieu. Wu était une puissance grandissante, mais qui ne possédait ni la grande histoire, ni la civilisation raffinée de l'Empire du Milieu. Celui-ci, depuis des siècles, constituait le cœur de la culture chinoise. En remportant la victoire sur l'Empire du Milieu, le roi de Wu deviendrait immédiatement un personnage historique. La guerre commença par une série de triomphes, puis s'enlisa. Une victoire sur un front laissait les armées de Wu vulnérables sur un autre. Le principal ministre et conseiller du roi de Wu, Wu Zhixiu, l'avertit que l'état barbare de Yu, au sud, connaissait l'affaiblissement de Wu et projetait de l'envahir. Le roi se contenta d'en rire. Encore une belle victoire et le grand empire du milieu serait à lui. En 490 avant Jésus-Christ, Wu Zhixiu envoya son fils au royaume de Qi pour le mettre à l'abri. C'était pour faire savoir au roi qu'il désapprouvait cette guerre et que la folle ambition du monarque conduisait Wu à sa perte. Celui-ci, croyant à une trahison, fit arrêter son ministre, l'accusa de manquer de loyalisme et dans sa colère, lui ordonna de se suicider.
Wu Zhixiu obéit. Mais avant de plonger le couteau dans sa poitrine, il cria « Arrache-moi les yeux, ô roi, et fixe-les sur la porte de Wu, en sorte qu'il voie l'entrée triomphale de ceux de Yu. » Comme Wu Zhixiu l'avait prédit, l'armée de Yu franchit triomphalement la porte de Wu quelques années plus tard. Tandis que les barbares cernaient le palais, le roi se souvint des dernières paroles de son ministre. Il avait l'impression que les yeux morts observaient sa disgrâce. Incapable de supporter la honte, le roi se suicida, en se couvrant la face parce qu'il ne voulait pas croiser le regard plein de reproches de son ministre dans l'autre monde. Respect de la loi. Les Rothschild, famille de banquiers, ont connu des débuts modestes dans le ghetto juif de Francfort en Allemagne. Les dures lois de la ville empêchaient les juifs de se mêler à la population en dehors du ghetto, mais les juifs les avaient tournés à leur profit. Ils ne comptaient que sur eux-mêmes et préservaient jalousement leur identité culturelle. Mayer Amschel, le premier des Rothschild à s'enrichir en prêtant de l'argent à la fin du XVIIIe siècle, avait bien compris le pouvoir de cette forme de concentration et de cohésion. Tout d'abord, Mayer Amschel Rothschild se mit au service d'une famille noble, la puissante maison princière de Latour et Taxis. Au lieu d'éparpiller sa clientèle, il devint le principal banquier de ces princes. Ensuite, il ne confia aucune de ses affaires à des étrangers, employant uniquement ses enfants et proches parents. Plus la famille serait étroitement unie, pensait-il, plus elle deviendrait puissante. Bientôt, les 5 fils de Mayer Amschel arrivèrent aux affaires. Et quand Mayer Amschel fut sur le point de mourir, en 1812, il refusa de nommer un héritier principal et chargea tous ses fils de continuer la tradition familiale. Ainsi, ils maintiendraient leur cohésion et résisteraient à l'émiettement et à l'infiltration par des étrangers. Une fois les fils de Mayer Amschel à la tête de l'entreprise familiale, ils décidèrent que la clé de leur fortune consisterait à s'assurer des positions dans les finances de l'Europe tout entière plutôt que de rester attachés à un pays ou à un prince. Parmi les 5 frères, Nathan avait déjà ouvert un bureau à Londres. En 1813, James partit pour Paris. Amschel resta à Francfort. Salomon s'établit à Vienne et Karl, le plus jeune, alla à Naples. Couvrant toutes les sphères d'influence, les 5 frères contrôlaient tous les marchés financiers européens. Un réseau aussi étendu exposait bien sûr les Rothschild au danger contre lequel leur père les avait mis en garde. Dispersion, division, dissension. Ils évitèrent ce péril et s'établirent comme la force la plus puissante dans le monde des finances et de la politique en Europe, toujours grâce à la stratégie du ghetto. Exclure les étrangers, concentrer leurs forces. Les Rothschild mirent au point le système de courrier le plus rapide d'Europe, pour être au courant des événements avant leurs rivaux. Ils détenaient ainsi une sorte de monopole de l'information. Leur communication interne et leur correspondance étaient écrites en yiddish de Francfort, et selon un code que seuls les frères étaient capables de déchiffrer. Il n'y avait aucun intérêt à leur voler ces informations. Personne ne les comprenait. Même les banquiers les plus astucieux ne peuvent retrouver leur chemin dans le labyrinthe des Rothschild, admis un financier qui avait essayé d'infiltrer le clan. En 1824, James de Rothschild décida de prendre femme. C'était un problème pour les Rothschild, puisque cela signifiait admettre un étranger dans le clan, un étranger qui risquerait d'en trahir les secrets. Par conséquent, James décida de se marier au sein de la famille et choisit la fille de son frère Salomon. Les frères furent enthousiastes. L'endogamie était une solution parfaite. À partir de là, le choix de James devint la règle dans la famille. 2 ans plus tard, Nathan maria sa fille au fils de Salomon. Dans les années suivantes, les 5 frères arrangèrent 18 unions entre leurs enfants, dont 16 entre cousins germains. Nous sommes comme le mécanisme d'une montre. Chaque élément est essentiel au tout, disait Salomon. Dans une montre, chaque pièce est synchronisée avec toutes les autres et invisible à un observateur extérieur, qui ne voit que le mouvement des aiguilles. Tandis que les autres puissances financières souffraient de désastres irrémédiables pendant la tumultueuse première moitié du XIXe siècle, les Rothschild, toujours étroitement liés, réussirent non seulement à préserver leur richesse, mais encore à l'étendre de manière spectaculaire. Loi 24.
soyez un courtisan modèle. Scène de la vie de cour. Exemple à suivre et erreur fatale. Scène 1. Alexandre le Grand, dont les conquêtes s'étendirent du bassin méditerranéen à l'Inde, eut comme précepteur Aristote. Toute sa vie, il fut féru de philosophie et fidèle aux enseignements de son maître. Il se plaignit à Aristote que pendant ses interminables campagnes, il n'avait personne avec qui discuter philosophie. Aristote lui suggéra d'emmener Callisthène, un de ses anciens élèves, à l'esprit pénétrant. Aristote avait enseigné à Callisthène l'art d'être un bon courtisan, mais le jeune homme méprisait secrètement ce talent. Il croyait en la philosophie pure et prônait les paroles sans artifice, la vérité toute nue. Il estimait qu'Alexandre, pour l'amour de la philosophie, ne verrait pas d'objection à ce qu'on lui parle franc. Pendant une campagne, Callisthène eut un mot de trop et Alexandre le fit mettre à mort. Scène 2. Au début de la dynastie Han, il y a 2000 ans, les mandarins chinois compilèrent une série d'écrits, les mémoires historiques. Ils contenaient la biographie officielle de chaque dynastie, nourrie d'anecdotes, de statistiques, de recensements et de chroniques de guerre. Chaque partie comprenait un chapitre intitulé « Événements inhabituels ». Parmi les tremblements de terre et autres inondations, on y trouvait mention de phénomènes étranges tels que moutons à 2 têtes, oies volant à reculons, étoiles éphémères dans différentes parties du ciel, etc. Les tremblements de terre ont pu être vérifiés historiquement, mais les monstres et les phénomènes naturels étranges étaient clairement ajoutés à dessein et se présentaient toujours en série. Quel en était le sens ? L'empereur chinois n'était pas considéré comme un homme ordinaire, c'était une force en soi. Son royaume était le centre de l'univers et tout tournait autour de lui. Il symbolisait la perfection du monde. Le critiquer, lui et ses actions, revenait à critiquer l'ordre divin. Aucun ministre, aucun courtisan n'osait s'en prendre à l'empereur, fût-ce avec un seul mot. Mais les empereurs étaient faillibles et le royaume souffrait grandement de leurs erreurs. L'ajout de ces étranges phénomènes dans les chroniques de la cour était le seul moyen de les mettre en garde. L'empereur lisait la description de ces oies qui volent à reculons et de ces lunes qui se promènent hors de leur orbite et réalisait qu'il s'agissait d'avertissements. Si ces actes déséquilibraient l'univers, ils devaient être modifiés. Scène 3. Au début de sa carrière, l'architecte Jules Mansart fut engagé par le roi Louis XIV pour concevoir des améliorations mineures du château de Versailles. Pour chaque projet, il était censé dessiner les plans et s'assurer qu'il suivait à la lettre les instructions du roi. Il les présentait ensuite à Sa Majesté. Le courtisan Saint-Simon a décrit la façon qu'avait Mansart de traiter avec le roi. L'adresse de Mansart était d'engager le roi par des riens en apparence, en des entreprises fortes ou longues, et de lui montrer des plans imparfaits, surtout pour ses jardins qui, tout seuls, lui missent le doigt sur la lettre. Alors Mansart s'écriait qu'il n'aurait jamais trouvé ce que le roi proposait. Il éclatait en admiration, protestait qu'auprès de lui, il n'était qu'un écolier, et il le faisait tomber de la sorte où il voulait, sans que le roi s'en doutât le moins du monde. À l'âge de 30 ans, ayant utilisé cette méthode à plusieurs reprises, Mansart reçut du roi une commande prestigieuse. Bien que moins talentueux et expérimenté qu'un certain nombre d'autres architectes français, il fut chargé de l'agrandissement de Versailles. Il était devenu l'architecte du roi. Scène 4. Jean-Baptiste Isabey était le peintre officieux de la cour de Napoléon. Pendant le congrès de Vienne en 1814, après la défaite de Napoléon et son bannissement à l'île d'Elbe, les diplomates qui allaient décider du sort de l'Europe invitèrent Isabey à immortaliser cet événement historique dans une peinture épique. Quand Isabey arriva à Vienne, Talleyrand, principal négociateur de la France, rendit visite à l'artiste. Étant donné son rôle clé dans les pourparlers, expliqua l'homme d'État, il s'attendait à occuper le centre du tableau. Isabey reconnut cordialement la justesse de ses propos. Quelques jours plus tard, le duc de Wellington, principal négociateur des Anglais, approcha aussi Isabey et lui tint à peu près le même langage que Talleyrand. Toujours courtois, Isabey convint que le grand-duc devait en effet être le point de mire de son œuvre.
Isabey était face à un dilemme. S'il donnait la prééminence à l'un, il provoquerait un incident diplomatique à un moment où la paix et la concorde étaient essentielles. Cependant, quand le tableau fut dévoilé, Talleyrand et Wellington se sentirent tous les deux honorés et satisfaits. L'œuvre représentait une vaste pièce pleine de diplomates et d'hommes d'État de toute l'Europe. Sur un côté, le duc de Wellington entrait dans la pièce et tous les regards étaient tournés vers lui. Il était le centre de l'attention. Talleyrand, quant à lui, siégeait au milieu du tableau. Scène 5. Georges Brumel, dit le beau Brumel, était célèbre à la fin du XVIIIe siècle pour sa suprême élégance et ses mots d'esprit. Il lança la mode des chaussures à boucles, bientôt imitée par tous les dandys. Sa maison de Londres était le lieu à la mode en ville et Brumel l'arbitre des élégances masculines. S'il n'aimait pas des chaussures, il convenait de s'en débarrasser sur le champ et de courir acheter ce que lui portait. Il perfectionna l'art du nœud de cravate. On dit que Lord Byron passa des nuits devant son miroir à essayer de percer le secret des admirables nœuds de Brumel. Un des plus grands admirateurs de Brumel était le prince de Galles, qui se considérait comme un jeune homme à la mode. Brumel fit bientôt partie de la cour du prince, avec une pension royale, et devint si sûr de son autorité qu'il se permit de ridiculiser la corpulence du prince en le surnommant Big Ben. C'est aussi le surnom de la tour de Londres dont l'horloge sonne l'heure sur la ville. Comme la sveltesse est une qualité importante chez un dandy, la critique était cinglante. Un jour, au dîner, alors que le service se faisait attendre, Brumel dit au prince « Sonnez, Big Ben !» Le prince sonna, mais lorsque le valet arriva, il lui ordonna de raccompagner Brumel et ne le reçut plus. Une fois tombé en disgrâce, Brumel continua à traiter les gens avec la même arrogance. Privé du soutien du prince de Galles, il s'endetta lourdement, sans perdre pour autant sa morgue, et bientôt tous l'abandonnèrent. Il perdit jusqu'à la raison et mourut seul dans une misère noire. Scène 6. Le pape Urbain VIII tenait à laisser le souvenir d'un poète de talent alors qu'il n'était qu'un piètre rimailleur. En 1629, le duc Francesco d'Este, connaissant les prétentions littéraires du pape, nomma le poète Fulvio Testi ambassadeur au Vatican. Une des lettres de Testi au duc dévoile les raisons de ce choix. Une fois notre conversation terminée, je m'agenouillai pour prendre congé, mais sa sainteté me fit signe et m'emmena dans sa chambre. Il prit sur un guéridon une liasse de papier et se tournant vers moi en souriant dit « Nous voulons que votre seigneurie écoute quelques-unes de nos compositions. » Et il me lut 2 très longs poèmes à la manière de Pindare, l'un en l'honneur de la Très Sainte Vierge et l'autre à propos de la comtesse Mathilde. On ne sait au juste ce que pensa Testi de ses œuvres parce qu'il était dangereux d'être franc, même dans une lettre. Mais il continuait. Je me pliai à son désir et commentai chaque ligne avec tous les éloges nécessaires. Puis, après avoir baisé la mule de sa sainteté, pour la remercier d'un signe aussi inhabituel de bienveillance, la lecture du poème, je partis. Quelques semaines plus tard, le duc lui-même rendit visite au pape et récita des passages entiers des fameuses poésies. Il en fit les plus vibrants éloges, et le pape fut si débordant de joie qu'il semblait perdre la tête. Scène 7. Un après-midi, le marquis Zhao, seigneur des Han de 358 à 333 avant Jésus-Christ, tomba ivre-mort dans les jardins du palais. Le gardien de la couronne, dont la seule tâche consistait à s'occuper du couvre-chef impérial, passa par là et vit son maître endormi sans manteau. Comme il faisait frisquet, le gardien de la couronne posa son propre manteau sur le maître et s'en alla. Quand Zhao s'éveilla et qu'il vit le manteau sur lui, il demanda à ses valets « Qui a posé ce vêtement sur moi ?» « Le gardien de la couronne, répondirent-ils. L'empereur fit immédiatement appeler le gardien du manteau et le fit punir pour avoir négligé ses devoirs. Puis il manda le gardien de la couronne et le fit décapiter. Scène 8. Un jour, pendant ses loisirs, le peintre italien Fra Filippo Lippi, 1406-1469, sortit avec quelques amis sur un petit bateau au large d'Ancône. Ils furent capturés par 2 galères morts qui les emmenèrent en Barbarie où ils furent vendus.
Pendant 18 mois, Filippo y trima comme esclave, sans espoir de retour en Italie. En différentes occasions, Filippo avait vu son propriétaire. Un jour, bien qu'enchaîné, il fit sur le mur avec un bout de charbon de bois un portrait de lui en pied en tenue mauresque. Le propriétaire le sut bientôt car personne n'avait jamais vu pareil talent. On aurait dit un miracle, un cadeau de Dieu. Le portrait plut tellement au propriétaire qu'il rendit immédiatement sa liberté à Filippo et l'employa à sa cour. Tous les hommes importants du Maghreb vinrent voir les magnifiques portraits en couleur que peignait Fra Filippo, et finalement, en reconnaissance pour l'honneur qui lui était ainsi fait, le maître de Filippo renvoya l'artiste en Italie. Scène 9. Un jour, le domestique du roi Alphonse Ier d'Aragon lui raconta que la nuit précédente, il avait eu un rêve. Le roi lui faisait cadeau d'armes, de chevaux et de vêtements. Alphonse Ier, qui était noble et généreux, décida qu'il serait amusant que ce rêve devienne réalité. Il offrit au domestique ce dont il avait rêvé. À quelque temps de là, le même domestique annonça au roi qu'il avait eu un autre rêve et que cette fois-ci, Alphonse lui avait donné une quantité considérable de florins d'or. Le roi sourit et dit « Dorénavant, ne crois plus en tes rêves, ils mentent. » Scène 10. Le peintre paysagiste anglais J.M. Turner, 1775-1851, était connu pour la singularité de ses couleurs, auxquelles il donnait une luminescence comme irisée. Ses peintures étaient si étonnantes que les autres artistes redoutaient de voir ses œuvres accrochées à côté des leurs. Celles-ci en devenaient ternes. Le peintre Sir Thomas Lawrence eut une fois la malchance de voir le chef-d'œuvre de Turner, Cologne, placé entre deux de ses œuvres dans une exposition. Lawrence se plaignit amèrement au propriétaire de la galerie qui refusa d'intervenir. Après tout, il fallait bien qu'il y ait des tableaux à côté de celui de Turner. Mais Turner eut vent de sa plainte, et avant l'ouverture de l'exposition, il barbouilla le lumineux ciel doré de Cologne et le rendit aussi terne que les ciels de Lawrence. En voyant le résultat, un ami de Turner fut horrifié. « Qu'as-tu fait à ton tableau ?» « Le pauvre Lawrence semblait si malheureux, répondit Turner. « Ce n'est que du noir de fumée, on l'essuiera après l'exposition. » Scène 11. Winston Churchill était peintre amateur et après la Seconde Guerre mondiale, les collectionneurs s'arrachèrent ses tableaux. L'éditeur américain Henry Luce, créateur des magazines Time et Life, avait un paysage de Churchill dans son bureau personnel à New York. Au cours d'un voyage aux États-Unis, Churchill rendit visite à Luce et les deux hommes regardèrent ensemble le tableau. L'éditeur remarqua « C'est un beau tableau, mais je pense qu'il manque quelque chose au premier plan, un mouton peut-être. » Le jour suivant, le secrétaire de Churchill appela l'éditeur et, à sa grande consternation, lui demanda de renvoyer le tableau en Angleterre. Luce s'exécuta, mortifié d'avoir peut-être offensé l'ancien Premier ministre. Quelques jours plus tard, cependant, le tableau lui fut renvoyé avec une légère modification. Un petit mouton paissait au premier plan. Le jeu subtil de la courtisanerie, un conseil. Talleyrand était un courtisan consommé, particulièrement lorsqu'il servait son maître Napoléon. Quand les deux hommes firent connaissance, Napoléon dit un jour en passant « Je viendrai déjeuner chez vous un de ces jours ». Talleyrand résidait à Auteuil, aux portes de Paris. « J'en serais ravi, général, répondit le ministre, et puisque ma maison est proche du bois de Boulogne, vous pourrez vous délasser en faisant du tir l'après-midi. »« Je n'aime pas le tir, répondit Napoléon, mais j'aime la chasse. Y a-t-il des sangliers au bois de Boulogne ?» Napoléon était originaire de Corse, où la chasse aux sangliers était un sport national. En demandant s'il y avait des sangliers dans un parc de Paris, il montrait à quel point il était provincial, rustre presque. Talleyrand ne rit pas, mais ne put résister à la tentation de faire une farce à l'homme qui était certes son maître en politique, mais ne l'était ni par le sang ni par la naissance. Talleyrand appartenait à la vieille noblesse de Guyenne. À la question de Napoléon, il répondit « Très peu, général, mais gageons que vous en trouverez. » Il fut convenu que Napoléon arriverait chez Talleyrand le jour suivant à 7 heures du matin et qu'il y passerait la matinée. La chasse aux sangliers aurait lieu l'après-midi. Toute la matinée,
le général ne parla que de cette fameuse chasse. Talleyrand avait envoyé ses domestiques au marché pour y acheter 2 énormes cochons noirs qu'ils conduisirent au bois. Après le déjeuner, les chasseurs et leurs chiens partirent pour le bois de Boulogne. À un moment, Talleyrand fit discrètement signe à ses domestiques qui lâchèrent un cochon. « Un sanglier !» s'écria Napoléon ravi. Il sauta à cheval pour lui courir dessus. Talleyrand resta en arrière. Au bout d'une demi-heure de galopade à travers bois, le sanglier fut capturé. Au moment du triomphe, cependant, un des aides de camp de Napoléon s'approcha de lui. Il savait que l'animal n'était pas un sanglier et craignait que le général ne se ridiculise si l'affaire s'ébruitait. « Mon général, dit-il à Napoléon, vous vous rendez compte bien sûr que ce n'est pas un sanglier, mais un cochon. » Écumant de rage, Napoléon partit immédiatement à bride abattue vers la maison de Talleyrand. Il réalisa en chemin qu'il risquait d'être pris comme tête de Turc et que le fait de fulminer contre Talleyrand ne ferait que le ridiculiser davantage. Il valait mieux ne pas faire d'éclat, mais il ne cacha pas sa mauvaise humeur. Talleyrand décida d'apaiser le général. Il demanda à Napoléon de ne pas retourner tout de suite à Paris. Il y avait au bois quantité de lapins que Louis XVI adorait chasser. Talleyrand offrit même à Napoléon d'utiliser une série de fusils qui avaient autrefois appartenu à Louis XVI. Avec force flatterie, il obtint de Napoléon qu'il se remette en chasse. Le groupe partit pour le bois tard dans l'après-midi. En chemin, Napoléon dit à Talleyrand « Je ne suis pas Louis XVI, je ne vais sûrement pas tuer le moindre lapin. » Mais cet après-midi-là, étrangement, le parc grouillait de lapins. Napoléon en massacra bien 50 et son humeur revint au beau fixe. À la fin de cette éclatante démonstration, le même aide de camp s'approcha de Napoléon et lui glissa à l'oreille. « Pour dire franc, mon général, je commence à croire que ce ne sont pas des lapins sauvages. Je soupçonne ce coquin de Talleyrand de nous avoir de nouveau joués. » L'aide de camp avait raison. Talleyrand avait renvoyé ses domestiques au marché pour y acheter des dizaines de lapins qu'ils avaient lâchés dans le bois. Napoléon remonta immédiatement en selle et cette fois rentra directement à Paris. Plus tard, il menaça Talleyrand des pires représailles s'il racontait à âme qui vive ce qui s'était passé. S'il devenait la risée de Paris, le ministre le paierait cher. Il fallut des mois à Napoléon pour pouvoir refaire confiance à Talleyrand. Et il ne lui pardonna jamais cette humiliation. Vous venez d'écouter Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, traduit de l'anglais par Mira El Lakshmibori, lu par Laurent Jacquet.